Ravi de vous contacter encore une fois pour continuer la correction des exercices proposés au baccalauréat. Et on va voir cette fois, concernant l'immunologie, l'exercice proposé lors des sessions normales et de rattrapage de l'année 2022. Et on commence par la session normale 2022. Donc, voilà le sujet. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour essayer de le corriger avant d'entamer la correction. La grippe est une maladie infectieuse causée par le virus influenza, qui touche essentiellement les voies respiratoires supérieures. Dans le but de comprendre quelles caractéristiques des réponses immunitaires contre l'infection virale, on propose les données suivantes. Donnée 1, le graphique du document 1 présente la quantité de virus dans le sang, la quantité des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques, après contamination par le virus de la grippe. En vous basant sur le document 1, décrivez les variations observées suite à la contamination par le virus de la grippe, puis déduisez la nature de la réponse immunitaire mise en évidence contre ce virus. Donc remarquez de la première vue que les courbes augmentent puis diminuent, augmentent puis diminuent. Donc il y a une relation entre les trois courbes. Si on commence par le virus, après contamination, il y a augmentation du nombre de virus jusqu'à 4 unités arbitraires, puis il stagne, puis il diminue vers le 6e jour jusqu'à disparaître au 12e jour. Pour les lymphocytes T cytotoxiques, ils n'apparaissent qu'après 2 à 3 jours. Leur nombre va augmenter, puis se stabiliser à une valeur donnée, puis va diminuer. Aussi pour les anticorps, ils n'apparaissent qu'après 5 jours. Leur nombre ou leur quantité ou concentration augmente, puis il va diminuer de façon progressive. Déduction. Donc puisqu'il y a intervention des lymphocytes T, C et les anticorps, donc on peut dire que la nature de la réponse immunitaire mise en évidence dans ce cas est à la fois cellulaire et immorale. Donc voilà ce que vous devez écrire. Dans description, le virus apparaît directement après la contamination. Sa quantité augmente, il atteint 4,5 UA, puis diminue progressivement pour disparaître au 12e jour. Les lymphocytes apparaissent à partir du 2e jour, leur quantité augmente progressivement, se stabilise à 5,5 UA, puis diminue progressivement après le 2e jour. Alors que les anticorps n'apparaissent qu'à partir du 5e jour, leur quantité augmente progressivement, atteint aussi la valeur de 5,5 UA, puis connaît une légère diminution. Donc, comme déduction, la nature de la réponse immunitaire spécifique à médiation immorale et cellulaire. Dans le numéro 2, l'hémagglutinine est une protéine présente à la surface du virus de la grippe. Cette protéine lui permet de se fixer à un récepteur situé sur la cellule cible et ainsi de l'infecter. Afin de déterminer l'action des anticorps anti-hémagglutinine contre l'infection par le virus de la grippe, on propose les données de document 2. Donc voilà document 2. Et en exploitant les données de document 2, expliquer le mode d'action des anticorps contre le virus de la grippe. Remarquez cette figure. On a ici le virus de la grippe en projetant ces protéines d'hémagglutinine. Et remarquez ici les anticorps, ils s'accrochent ou se fixent sur les hémagglutinines. Donc cette fixation consiste en ce qu'on appelle un complexe humain. Et cette fixation ne permet pas au virus de se fixer sur les cellules cibles. Donc les anticorps anti-hémagglutinine se fixent sur les protéines hémagglutinine, ce qui empêche les virus de se fixer ou de reconnaître les récepteurs de la cellule cible et empêche ainsi l'infection de cette cellule. Dans le numéro 3, les lymphocytes T cytotoxiques, TC, jouent un rôle primordial dans la lutte contre le virus. Afin de comprendre ce rôle, on réalise l'expérience suivante. On cultive des cellules dermiques de la peau de la souris saine ainsi que d'autres infectées par un virus, virus A ou virus B, dans des milieux de culture convenables. Puis on les soumet à différentes conditions expérimentales. Le tableau 3 présente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Alors que le document 4 montre le mode d'action des lymphocytes TC vis-à-vis des cellules infectées.
3A. En exploitant les résultats du document 3, dégagez les conditions de lyse des cellules dermiques par les cellules lymphatiques TC. Alors remarquez ici, on a les cellules dermiques saines, les cellules dermiques infectées par le virus A et là infectées par le virus B. Et là on a des TC, c'est-à-dire les lymphatiques TC provenant d'une souris saine et là provenant d'une souris infectée par le virus A seulement et non pas B. Alors pour les cellules dermiques saines, vous voyez il n'y a pas de lyse par les lymphocytes TC provenant d'une souris saine. De même, les cellules dermiques infectées par le virus A ne sont pas lysées parce que la souris est saine et n'est pas infectée. Donc ces cellules immunitaires ne reconnaissent pas ce type de virus. De même ici, alors que dans le cas de lymphocytes TC provenant d'une souris infectée par le virus A, lorsqu'on donne des cellules dermiques saines dans le milieu avec ces lymphocytes, vous voyez bien, il n'y a pas de lyse. Parce que les lymphocytes TC ne peuvent pas reconnaître cette cellule parce qu'elle est saine. Alors que celle-ci, elle est infectée par le virus A, elle projette bien sûr la protéine virale A, et les cellules TC, bien sûr, vont le reconnaître parce qu'ils sont conditionnés pour ce type de virus, ce qui va entraîner la lyse. Alors que dans ce cas, elle ne peut pas la lyser parce qu'elle est infectée par le virus B et non pas A. Donc les conditions pour qu'il y ait lyse des cellules dermiques infectées, il faut que la cellule dermique soit infectée par un virus. Ici, on a le virus A par exemple. Et deuxième condition, il faut que les lymphocytes TC, elles aussi, soient sensibilisées contre le même virus, c'est-à-dire le virus A. Donc, ce qu'on peut écrire, les conditions de lyse des cellules, la cellule doit être infectée par un virus. Ici, on a le virus A par exemple. Les LTC doivent être sensibilisés par le même virus qui a infecté la cellule cible. Donc, le virus A. Vous voyez ici, puisqu'il y a une infection par le virus B, il n'y a pas de lyse par ces cellules. À partir des données de document 4, expliquez comment les lymphocytes TC interviennent dans l'élimination des cellules infectées par le virus. Alors, remarquez ici la photo. Vous voyez bien ici qu'il y a une fixation ou un contact. C'est-à-dire que les récepteurs T des lymphocytes T vont reconnaître la protéine, c'est-à-dire l'antigène proposé par ces cellules infectées, qui est porté par le CMH1. Donc il y a une fixation ou une relation entre les récepteurs T avec le complexe antigène CMH1. Cette fixation incite la cellule TC à sécréter les produits nécessaires pour détruire cette cellule, tels la perforine et les granzymes. Les perforines vont constituer un trou, un cylindre, c'est-à-dire un pore de perforine. Les granzymes vont pénétrer et entraîner bien sûr la mort de la cellule cible par apoptose. Donc le mode d'action des LTC pour éliminer les cellules infectées est comme suit. Le récepteur T des LTC se fixe sur le complexe CMH1 antigène de la cellule infectée. Libération des perforines et des granzymes. Formation de pores dans la membrane de la cellule infectée et entrée des granzymes, ce qui vont entraîner le déclenchement de la mort de la cellule infectée par apoptose. Passons maintenant à la correction des exercices proposés lors de l'année 2022 pour la session de rattrapage. Donc voici le sujet. Et on passe à la correction. Le syndrome de Dijorge est un déficit immunitaire provoqué par un développement anormal du thymus. Ce déficit immunitaire est caractérisé par la survenue d'infections récurrentes et sévères, bactériennes et virales. Les analyses réalisées chez certains patients souffrant de ce déficit montrent une absence complète de lymphocytes T circulant, un taux normal de lymphocytes B et une concentration faible en anticorps sériques. Afin d'expliquer la faible quantité d'anticorps malgré la présence des lymphocytes B et la survenue des infections chez les personnes atteintes de ce déficit, on présente les données suivantes. Donnée 1. Les lymphocytes B et T prélevés chez des souris normales sont placés dans un milieu de culture puis injectés à 3 lots de souris selon les conditions expérimentales présentées dans le document numéro 1, qui présente aussi les résultats obtenus. Le lot 4 est un lot témoin.
Donc le lot 4 est un lot témoin qu'on a à comparer avec les 3 autres qui ont subi des variations, c'est-à-dire des expériences. À partir des données de document 1, montrer que la réponse immunitaire nécessite une coopération cellulaire. Alors remarquez ici le lot 1. On a ici irradiation, c'est-à-dire destruction de tous les lymphocytes. Le lot 1, on l'injecte de lymphocyte B. Puis on injecte le GRM qui va jouer le rôle d'antigène. Une semaine plus tard, on prélève le sérum dans chacun de lots, donc on parle du lot 1. Une goutte de sérum plus GRM, pas d'agglutination. Ce qui veut dire que les lymphocytes seuls ne peuvent pas sécréter les anticorps nécessaires pour éliminer les GRM. Le lot numéro 2, on a aussi injecté seulement les lymphocytes T tout seuls. Et on a fait la même expérience et on constate qu'il n'y a pas d'agglutination. Ce qui veut dire que les lymphocytes T tout seuls ne peuvent pas sécréter bien sûr l'anticorps. Pour le lot 3, l'injection des lymphocytes à la fois T et B, on a une agglutination des GRM. Donc ce qui veut dire que pour qu'il y ait sécrétion d'anticorps, il faut qu'il y ait présence de T et B. Ce qui confirme, c'est le lot 4 qui est un lot témoin, donc les souris n'ont subi aucun traitement, et lorsqu'on a pris une goutte de leur sérum en présence du GRM, il y a agglutination. Donc, on peut dire que il y a une coopération cellulaire entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, l'apparition d'une réponse immunitaire nécessite la présence de lymphocytes B et lymphocytes T, le lot 3, en comparaison avec le lot 4. Déduisez la nature de la réponse immunitaire mise en évidence, justifiez votre réponse, puisqu'on parle ici d'agglutination et on parle ici de sérum, donc on parle d'anticorps. Pour cela, on peut dire que la nature de la réponse immunitaire mise en évidence dans ce cas-là est une réponse immunitaire à médiation immorale. Donc la réponse immunitaire spécifique à médiation immorale, justification, intervention des anticorps, qui sont présents bien sûr dans le sérum. Tournée numéro 2. À partir d'un prélèvement sanguin réalisé chez un individu sain, on prépare par centrifugation un mélange enrichi en lymphocytes T. Ces cellules sont mises en culture en présence d'une substance qu'on appelle la PHA, qui joue le rôle d'antigène. Le sérum surnageant, sérum S, de cette culture est prélevé, puis introduit dans des milieux de culture de lymphocytes T ou B, préalablement activés et qui ne se divisaient pas avant l'introduction du sérum S. Le document 2 présente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Et on vous demande, à partir des données du document 2, montrer comment se déroule la coopération cellulaire au cours de la réponse immunitaire en justifiant votre réponse. Donc, cette expérience de centrifugation est la prise des liquides surnageants qu'on injecte à ces souris qui étaient en présence d'un antigène avec les lymphocytes T prouve qu'il y a présence d'une substance dans ce liquide surnageant. Et cette substance injectée à ces souris entraîne bien sûr une modification sur la quantité des lymphocytes T et lymphocytes B. Donc remarquez ici, ajout du sérum S, milieu 1. Là on n'a pas ajouté. Les lymphocytes T, pas de prolifération, c'est-à-dire pas de multiplication, leur quantité reste stable. Par contre, dans le milieu numéro 2, où on a injecté le sérum S avec les lymphocytes T, il y a prolifération. De même pour le milieu 3, on a injecté le sérum S pour les lymphocytes T, il y a prolifération. Alors qu'en absence de sérum S dans le milieu 4, il n'y a pas prolifération des lymphocytes B. Ceci montre que pour proliférer, pour se multiplier, pour que leur quantité soit plus grande, les lymphocytes T et les lymphocytes T et les lymphocytes B doivent être en contact avec le surnageant ou une substance qui se trouve dans le surnageant. Il s'agit bien sûr des interleukines. Donc la coopération est induite par des substances contenues dans le surnageant appelées interleukines. Comme justification, la prolifération ou la multiplication cellulaire ne se déroule qu'en présence de sérum contenant des interleukines qui proviennent du milieu de culture de lymphocytes T.
Dans le numéro 3, pour étudier le rôle des interleukines, substances sécrétées par les lymphocytes T matures, dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, on met dans des milieux de culture des lymphocytes B avec des concentrations croissantes d'interleukines. Les lymphocytes B sont préalablement activés par contact avec un antigène. Le graphique du document 3 présente les résultats obtenus. 3a, en vous basant sur le graphique du document 3, montrez la relation entre la concentration des interleukines et la différenciation des lymphocytes B. Bien sûr, dans notre cours, on a vu que pour qu'il y ait multiplication ou différenciation des lymphocytes B, il faut bien sûr intervention des interleukines. Il y a des interleukines qui permettent la prolifération, c'est-à-dire la multiplication des cellules B, et il y a des interleukines qui permettent bien sûr la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, qui sont capables bien sûr de sécréter l'anticorps. Alors, à partir de ce graphe, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'une concentration comprise entre 0 et 10, il n'y a pas de prolifération. Mais lorsqu'on augmente cette concentration des interleukines entre 10 et 10 à la puissance 2, vous voyez bien, il y a une augmentation qui est très faible. Mais lorsque la concentration dépasse 10 à la puissance 2, on constate qu'il y a une augmentation rapide ou progressive des nombre de plasmocytes. Ça veut dire que la concentration qui dépasse 10 à la puissance 2 des interleukines entraîne bien sûr la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. L'effet de la concentration des interleukines sur la différenciation des lymphocytes B. Quand la concentration en interleukines est comprise entre 0 et 10 UI par litre, le nombre de plasmocytes reste constant à une valeur minimale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Alors que la concentration comprise ou dépasse une valeur qui est supérieure à 10 à la puissance 2, il y a différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, ce qui entraîne l'augmentation progressive de leur nombre. Sachant que les plasmocytes sont des cellules responsables de la production des anticorps, expliquez la survenue des infections virales et bactériennes chez les personnes atteintes par le syndrome de Dijorge. Puisque la réponse est de type immunitaire à médiation immorale, donc nécessite la présence des anticorps. Les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes, qui proviennent de la différenciation des lymphocytes B. Les lymphocytes B, pour qu'ils se différencient en plasmocytes, nécessitent la présence des interleukines, qui sont sécrétés par les lymphocytes T, TH bien sûr. Ceci montre bien sûr qu'il y a une coopération entre les cellules. Alors, en absence de lymphocytes T, qui est due bien sûr à la maladie, c'est-à-dire l'atrophie du thymus. Donc, il n'y a pas sécrétion de lymphocytes T. Pas de lymphocytes T, donc il n'y a pas d'interleukine. Pas d'interleukine, donc il n'y a pas d'action sur les lymphocytes B pour entraîner leur multiplication ou leur différenciation en plasmocytes pour sécréter les anticorps. Et l'absence des anticorps, bien sûr, entraîne ou permet la survenue des infections virales et bactériennes chez les malades ou chez les individus atteints de cette maladie. Donc les personnes atteintes de la maladie de Dijorge ont un thymus anormal et non fonctionnel, donc pas de maturation de lymphocytes T et pas de libération des interleukines. Ceci bien sûr entraîne la non-différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Ce nombre réduit des plasmocytes entraîne une faible concentration d'anticorps, donc permet d'expliquer la survenue des infections virales et bactériennes observées chez ce type de malade. Pour la prochaine vidéo, on va corriger les exercices proposés au bac 2023, c'est-à-dire correction des différents exercices. Par exemple, pour la session normale 2023, on a 3 exercices. Le premier concernant la consommation de la matière organique et synthèse d'ATP. Le deuxième exercice concernant l'information génétique ainsi que la génétique humaine et la génétique des populations. Le troisième exercice concernant la transmission des caractères par la reproduction sexuée, c'est-à-dire les lois statistiques. Alors que pour la session de rattrapage 2023, on a aussi 4 exercices. Le premier
concernant la consommation de la matière organique. Le deuxième concernant l'information génétique ainsi que la génétique humaine et génétique des populations. Et pour la troisième, on a ici un exercice concernant les statistiques, les lois statistiques de la génétique. Et dernièrement, on a un exercice de immunologie. Donc, essayez de répondre à ces questions pour vous tester aux prochains examens. De ma part, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.